Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'excellence commerciale. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir notre interlocuteur, Eric Strick aujourd'hui, responsable de la vente omnicanal chez Leroy Merlin. Bonjour Eric. Bonjour Audrey, ravi d'être ici et puis aussi à distance avec les participants. Super. Je vous propose de commencer avec une question finalement toute simple. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est l'omnicanal ? Bon, c'est pas toujours évident, donc je vais le faire par rapport à ce qu'on fait chez Leroy Merlin. Déjà, le premier élément de réponse qui est relativement structurant pour nous, c'est on met le client, l'habitant, au cœur de notre stratégie omnicanal. Donc voilà, premièrement. Et deuxièmement, Leroy Merlin, nous, ce qu'on souhaite faire avec l'omnicanalité, c'est de permettre au client d'acheter son produit, son projet, où je veux, comme je veux, quand je veux. Donc, c'est très simple en termes de définition. Et puis, en même temps, c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'impact dans le système d'information, dans les organisations, etc. Et alors, justement, chez Leroy Merlin aujourd'hui, quelle est l'utilisation du multicanal ? Donc, on va remettre le client, encore une fois, au centre. Notre deuxième élément structurant, c'est le parcours d'achat client. Et comment on rend possible ce parcours d'achat en fonction de la nature du projet du client, de manière omnicanale, de manière cohérente. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre possible son projet, de l'inspiration jusqu'à le chiffrage, jusqu'à l'achat, et que ce soit possible pour lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Internet, dans nos magasins, et qu'il y ait vraiment un lien fort avec ces différents canaux. Il doit trouver la même expérience, la même façon d'acheter, quel que soit le canal qu'il aura choisi. Et est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous-même, à votre niveau, vous avez observé, je dirais, vous avez une longue carrière chez Leroy Merlin aujourd'hui, les évolutions en termes de multicanal qui ont pu être effectuées au cours peut-être des dernières années, assez récemment chez Leroy Merlin ? Oui, donc depuis 6 ans, on a eu un grand programme de transformation avec plein de chantiers en termes de système d'information, en termes d'organisation, ce soit en magasin, ce soit en supply chain, aussi des sujets de transformation autour des hommes. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on avait plutôt un site leroymerlin.fr, un site qui est plébiscité par beaucoup d'habitants. On a plus de... J'en fais partie. Merci. En tant qu'actionnaire, je vous félicite. On a 270 millions de visites chaque année. Et donc, on avait plutôt un site d'inspiration, de pédagogie, et on a basculé un petit peu, tout en restant un site d'inspiration et de pédagogie, un site marchand. Donc ça, c'était un premier chantier. Deuxième chantier, c'est que on a fait basculer aussi notre mode de délivrance pour nos clients internautes. C'est 100% des achats sur Internet étaient livrés chez eux. Oui. Et on a mis en place depuis 3 ans le retrait 2 heures. Et aujourd'hui, plus de 60% des achats sur notre site Internet sont retirés en magasin. Donc, c'était aussi un des moyens de continuer à faire venir des clients dans nos magasins. Donc ça, c'est le deuxième grand sujet. Derrière ces sujets-là, beaucoup d'impact en termes de système d'information. Un troisième exemple pour illustrer cette omnicanalité, ça peut paraître anodin, mais il y a 3 ans, 4 ans, on a mis en temps réel nos stocks sur Internet, stock de chaque produit et de chaque magasin. Donc, quand vous êtes internaute et vous vous connectez sur leroymerlin.fr et vous êtes contextualisé, par exemple, sur le magasin de Villeneuve-d'Ascq, vous avez le stock en temps réel du magasin de Villeneuve-d'Ascq. Donc, ça peut paraître anodin, mais il y a un gros impact en termes d'organisation en magasin pour que les stocks soient mis à jour en temps réel. Parce que le client il prépare son achat et quand il vient au magasin, il dit voilà, j'ai vu 3 produits, j'ai vu sur ce produit-là 3 en stock, il faut que la promesse soit rendue. Ce qu'on a fait aussi en termes d'investissement, en termes d'outils, c'est pour permettre au client d'être autonome, de pouvoir commencer à rêver, à imaginer son projet. On a créé ce qu'on appelle des configurateurs en termes de cuisine, de salle de bain, mais aussi sur des produits sur mesure. Et donc, on met en ligne ces configurateurs. Ça permet au client de chiffrer seul et en couple son projet cuisine. Et par contre, il peut aussi le retrouver en magasin avec un vendeur. Là aussi, ça peut paraître très simple à dire, à faire, je viens de le faire, et c'est très complexe en termes de système d'information. Donc voilà quelques exemples sur les chantiers de transformation
pour rendre l'omnicanal possible, et notamment le parcours omnicanal pour notre client. Et si on se projette encore plus, je dirais, dans le futur peut-être proche, quelles sont vos ambitions pour les années à venir finalement? Alors, sans tout dévoiler, bien sûr, ce que vous pouvez nous dire et partager avec nos participants. On va dire il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est dans nos magasins, on a un vrai trésor relationnel. Nos clients nous sollicitent pour notre qualité relationnelle. Et puis, on a vraiment notre compétence vente, compétence produit qui est reconnue. Donc, un des grands enjeux, c'est comment cette compétence qui est publicitée dans le magasin, on peut aussi la mettre à distance pour que le client, l'habitant qui souhaite faire son projet avec Leroy Merlin, mais tout en restant chez lui, sur des projets complexes ou compliqués, cette compétence vente reconnue en magasin, comment aussi on la met à disposition à distance. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et ça, là, encore une fois, ça rendra encore plus possible le parcours d'achat omnicanal. Deuxième gros enjeu, c'est nos magasins. On a un parc de 140 magasins sur tout le territoire français. Le plus grand enjeu, c'est comment on continue à faire venir, à donner envie à nos clients de venir et à revenir dans nos magasins. Quelle expérience on leur offre? Quelle différence? Donc, nous, on est convaincus que le site leroymerlin.fr, notamment, est un super moyen pour capter et qualifier des leads, pour permettre aussi à l'internaute, à notre client, de faire son achat de manière autonome. Et comment nos magasins peuvent apporter une vraie différence en termes de relations, d'expérience. Donc ça, c'est le gros enjeu pour que l'expérience qu'on aura en magasin, ça nous permette d'avoir une différence et à continuer à susciter la préférence chez nos clients pour garder une longueur d'avance par rapport à notre concurrence. Et cette différenciation, justement, voulue, qui fait partie de la volonté du groupe Leroy Merlin, j'ai envie maintenant qu'on se focalise sur le rôle, finalement, du vendeur en magasin. On parle d'omnicanalité, de multicanal, et finalement, on peut légitimement se poser la question, quelle est ou quelle va être la place du vendeur en magasin aujourd'hui avec tout ce multicanal? Bon, ce qui est top, c'est tout ce qui tourne autour des chatbots, de l'intelligence artificielle, c'est top, c'est super, parce que ça permet aux clients d'être autonomes, de commencer à chiffrer, à explorer son projet. Donc ça, c'est génial. Et développer l'autonomie du client, c'est aussi une façon, quelque part, d'être beaucoup plus productif. Et le vendeur, il aura toujours une vraie place au magasin, dans nos magasins ou à distance. Parce que le client, il aura toujours besoin de conseils, soit pour confirmer son achat, et puis il doit apporter une vraie valeur ajoutée. Une vraie valeur ajoutée par rapport à son projet, son histoire. On ne doit plus avoir des techniciens de produits, on doit avoir des vendeurs connectés clients, mais pas connectés de manière technologique, connectés à son histoire, à son projet. Il veut refaire sa cuisine, mais pourquoi il veut refaire sa cuisine? Quelles sont ses motivations? Pourquoi il a sûrement une cuisine? Qu'est-ce qu'il a envie de garder? Qu'est-ce qu'il a envie de changer? Ça sera ça la vraie valeur ajoutée du vendeur. Et je dirais même plus, c'est pas de la valeur ajoutée, c'est de la chaleur ajoutée. Parce que si, en plus de cette compétence de vente, de questionnement, il apporte une vraie différence en termes de relation, donc de chaleur ajoutée, le client, sûrement qu'il aura il a plein de projets ou plein d'achats qu'il va faire de manière autonome, et ensuite il aura vraiment envie de voir un vendeur pour apporter cette valeur et cette chaleur ajoutée. Donc moi, je suis vraiment optimiste et confiant. On a, si je pars pour Leroy Merlin, 270 millions de visites sur notre site. On a un nombre de visiteurs incroyables qui viennent dans nos magasins. Donc notre problématique, entre guillemets, c'est qualifier ces leads et les transformer. Donc comment on peut les qualifier avec des outils pour que le client soit autonome jusqu'à la transformation, mais aussi comment nos vendeurs ont un vrai rôle à jouer par rapport à cette valeur ajoutée, cette chaleur ajoutée, pour continuer à qualifier et à le transformer ces leads en clients. Tout à fait. Et vous avez commencé à parler justement de l'IA, d'intelligence artificielle, des chatbots qu'on voit de plus en plus se démocratiser aujourd'hui dans le monde de la distrie, dans le retail et dans d'autres secteurs. Je pense aussi au click and collect, au self-service, qui sont certainement des enjeux qu'on va adresser au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, est-ce que, selon vous, vous pensez que le multicanal et l'IA remplaceront bientôt les vendeurs en magasin? Non. Non, c'est en lien. Vous êtes radical. Oui, non, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Le monde a changé.
Donc, le consommateur, l'internaute notamment, souhaite de la vitesse, c'est de l'immédiateté, etc. Donc, on n'a pas le choix que de mettre à disposition des bots, du click and collect, on n'a pas le choix. Sachant que nos vendeurs, eux aussi, en tant que consommateurs, ils ont changé leur comportement d'achat. Donc, ce qu'ils vivent en tant que consommateurs, ils comprennent bien en tant que vendeur par rapport à un client. Et encore une fois, j'insiste beaucoup, hein, c'est plus on va développer l'autonomie, plus on va mettre à disposition des outils pour aider le client à préparer son projet. Plus, par contre, nous, les vendeurs, ils vont récupérer du temps pour vraiment apporter cette vraie valeur ajoutée, pour que ce temps à consacrer, il le consacre à identifier le projet du client, son histoire, ses motivations, et qu'il y ait une vraie, on va dire, connexion entre le client et le vendeur. Et si on fait ça, c'est gagné. Moi, une anecdote qui m'est arrivée samedi dernier. C'est sûr que si ce que je vais vous raconter, c'est comme ça, les vendeurs sont morts. J'ai le projet d'acheter une voiture, donc j'étais sur Internet, j'ai utilisé le configurateur de la marque, voilà, donc très très bien, et je suis allé en concession. Vendeur sympa, aimable, etc. Par contre, il n'y a eu aucune valeur ajoutée. Il ne m'a pas posé de questions sur pourquoi je voulais changer de voiture. La voiture actuelle, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que je souhaite conserver, changer. Et donc, à la limite, j'ai eu moins d'informations que ce que j'avais sur Internet. Et donc, je suis parti frustré. Donc, c'est vrai que j'ai essayé la voiture, mais moi, j'étais prêt à signer. Et en fait, compte, là, il n'a pas saisi l'occasion pour rentrer dans mon projet, pour poser les bonnes questions par rapport à l'usage et me faire une proposition. Et je me suis dit, bah, c'est dommage, si par contre, je peux acheter ma voiture directement sur Internet, bon, autant le faire, parce que là, je n'ai pas eu de différence par rapport au vendeur. Donc, si par contre, avec tout ce que je vous dis tout à l'heure, il y a vraiment de la valeur ajoutée, de la chaleur ajoutée, des vendeurs connectés clients, mais qui écoutent le client, qui posent des questions sur leur usage, le vendeur n'est pas mort. Comment on fait accepter aux vendeurs maintenant, justement, comment dire, qui ne sont plus les seuls acteurs. Pardon, je perdais mes mots. Comment est-ce qu'on lui fait accepter que, oui, il a justement cette posture, ce rôle de conseil, d'expert, de chaleur ajoutée. Comment est-ce qu'on fait maintenant par rapport au multicanal, finalement? Ce n'est pas simple. En même temps, oui, je vous le disais tout à l'heure, le vendeur, nous, on les appelle le conseiller de vente. Hein. Et en plus, c'est fortement apprécié par nos clients parce que nous disent, nous, on adore vos conseillers parce qu'ils nous conseillent pour bien acheter. Donc, c'est top. Au-delà de cette parenthèse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le conseiller de vente, le vendeur, lui aussi, en tant que consommateur, il a changé son comportement d'achat. Tout à fait. Donc, il ne peut pas avoir une vie quand il est en dehors de l'entreprise et une vie différente quand il est dans l'entreprise. D'accord ? Alors, nous, on passe beaucoup de temps à donner du sens premièrement, du fait qu'on remette le client au cœur de notre stratégie, du fait qu'on remette aussi le parcours d'achat, comment on délivre un parcours d'achat simple, fluide, sans couture, qu'on redonne du sens, on dit, voilà, tu vas participer à la réussite du client. Notre mission, notre quête, c'est accompagner notre client de A à Z pour transformer son rêve en vrai projet. Hein, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'habitants, d'habitat, d'habiter. Et donc, comment on accompagne ces habitants pour mettre en œuvre et réaliser leur projet d'habitat. Et quand on met ça, quand on donne du sens, le conseiller de vente, il est OK. Donc, on a des sessions de formation, on leur fait vivre des parcours d'achat, omnicanal, en commençant sur Internet, en allant en magasin, en partant aussi sur Internet, d'accord, pour avoir des séances plutôt de déclic, de prise de conscience. Et quand on met, si on rajoute le sens avec ce client au centre, ce parcours d'achat sans couture fluide, je ne peux pas dire que c'est plus simple, mais c'est relativement plus aisé. Tout à fait, c'est très clair. Aujourd'hui, concernant justement la performance de ces conseillers de vente, c'est finalement le multicanal aide beaucoup au process d'achat pour le côté client, mais justement, comment est-ce qu'on va aller dans cet écosystème multicanal mesurer la véritable performance des conseillers de vente? Donc nous, on a un élément de réussite. C'est que le chiffre d'affaires sur Internet est intégré dans le chiffre d'affaires des magasins. Donc le client achète sur Internet en fonction de là où il est géolocalisé, le chiffre est intégré
le chiffre d'affaires du magasin. Et donc, ça a été un premier élément qui a fait que Internet n'a pas été vécu comme un concurrent pour les magasins. Donc, c'était une politique. Hein, donc, voilà. Et donc, de ce fait, comme on est tous animés pour accompagner nos clients pour réaliser son projet, quel que soit le canal par lequel il va commencer son projet ou le finir, on n'a pas de souci. Et donc, la performance, bien entendu que la performance en magasin, nous, c'est le taux de transfo. C'est ça notre quête. Sûrement, le maximum de visiteurs est transformé en acheteurs en magasin, et donc les équipes sont animées là-dessus. Mais ils sont aussi animés, c'est un visiteur qui vient en magasin, il a sûrement commencé son parcours avant de venir en magasin, il a peut-être préparé une liste de courses, peut-être qu'il a utilisé nos configurateurs cuisine, qu'il a créé une simulation. Donc, le premier geste métier que nos vendeurs doivent faire, après avoir dit bonjour, après être entré en relation avec le client, c'est de poser la question systématique, c'est avez-vous déjà repéré quelque chose en magasin, sur Internet, avez-vous déjà préparé quelque chose? Parce que lui, il va pouvoir s'appuyer sur ce que le client a préparé, être plus efficace, et avoir une meilleure performance. Donc, en résumé, c'est qu'on va mesurer ce taux de transfo visiteur-acheteur de manière unicanale, avec, on va dire, deux items, le taux de transfo en magasin et le taux de transfo pour Internet. Tout le monde va contribuer à ce taux de transfo, sachant que comme le chiffre d'affaires est ramené au magasin, et consolidé par magasin, on a, entre guillemets, pas de souci pour animer la performance. Et alors justement, cette synergie finalement, et c'est super de voir que ça existe entre tous ces canaux rapportés au magasin et finalement rapportés auprès du vendeur, comment est-ce que vous, concrètement, au quotidien, vous animez cette performance des conseillers de vente? Premièrement, premier indicateur, le taux de transfert visiteur-acheteur au niveau du magasin. Deuxièmement, c'est dans l'animation, c'est on suit, donc, notamment sur quand le client a un projet, qu'il a besoin de réflexion, on fait des devis, etc. Donc, on fait de la relance de vie. À chaque fois, on anime sur le taux de transfo. Mais on regarde aussi le temps passé. Ce qu'on va aussi animer, c'est au-delà de la performance, que le chiffre d'affaires n'est que la conséquence, que la résultante de tous les autres leviers. Donc, nous, on les anime beaucoup sur cette omnicanalité. Quelque chose d'anodin. Aujourd'hui, pour rendre possible le parcours d'achat omnicanal, on a, on va dire, un outil socle, c'est le compte Internet, l'espace client. Dans l'espace client, le client peut retrouver ses factures, ses commandes, les devis qu'il a fait en magasin, quel que soit le magasin, ses listes de courses et simulations. Donc, c'est bien l'espace pour lui. En même temps, c'est devenu l'outil de communication entre le client et les collaborateurs en magasin, parce que le collaborateur, il peut aussi voir, récupérer tout ce que le client a préparé en amont. Et donc, nos vendeurs sont d'abord, déjà, le premier geste, je vous disais, c'est le premier geste de métier, c'est la première question, c'est avez-vous déjà préparé quelque chose? Et on les anime, on donne du sens pour que nos conseillers de vente puissent aussi pré-créer des comptes Internet pour le client, en mettant en avant les avantages, les bénéfices pour lui, pour le client et pour lui. Et donc, au-delà de la performance, on les anime pour dire comment tu peux rendre le parcours omnicanal sans culture fluide et efficace. Après, il y a d'autres indicateurs en termes de panier, de nombre d'articles, mais c'est plus des moyens d'action. Moi, je pourrais résumer la vente omnicanal, c'est comment on n'a pas, entre guillemets, une problématique de lead entre notre site et nos magasins. C'est comment qualifier. Tout à fait. Comment qualifier, transformer tous les leads en vente, quel que soit le canal, et puis rajouter cette notion d'efficience, le juste effort pour la bonne valeur. Et quand je dis le juste effort, c'est pour ça que moi je dis tout ce qu'on fait en termes d'intelligence artificielle, de chatbot, etc., c'est top parce que ça contribue à cette efficience. Donc plutôt un accompagnement, une aide finalement au service du vendeur en magasin. Tout à fait, le client, il aura toujours le choix, et c'est pour ça qu'on nous laisse le choix. Notre objectif, notre quête, hein, c'est d'accompagner notre client de A à Z et lui donner la meilleure solution à chacun par rapport à son projet. Et donc, le client, il aura toujours le choix d'être autonome, d'être semi-assisté ou d'être accompagné à 100% en fonction de la nature de son projet, de sa complexité. Tout à fait, c'est très clair. Je vous propose d'aborder le point de la politique de rémunération variable, les PRV, les plans de rémunération variable, en fonction des appellations. Comment aujourd'hui on intègre la vente en ligne? Alors, on a bien compris ces connexions entre tous les canaux et l'efficience en magasin, mais comment est-ce qu'on intègre aujourd'hui la vente en ligne aux politiques de rémunération variable?
Alors, vous l'avez dit, premier élément clé, le chiffre d'affaires Internet, c'est pas, voilà, c'est pas deux entités distinctes. Voilà. Donc, c'est pas neutre, hein, notamment pour donner du sens et pour éviter qu'Internet soit considéré comme un concurrent. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément concernant une politique de rémunération, bah, c'est avec le projet d'entreprise qui est depuis 30 ans. L'homme au mieux au cœur de l'entreprise. Et nous, on a, en termes de valeur, une valeur autour du partage. Partage du savoir. Donc, tous nos collaborateurs, nos 22 000 collaborateurs, pour le Leroy Merlin France, on a une obligation, ils ont la possibilité de se former. Donc, c'est une transmission du savoir. Et de manière très transparente, nous, voilà, tout est mis à disposition de tous les collaborateurs. Donc, partage du savoir, partage du pouvoir. Chaque collaborateur, là où il est, en magasin, au service interne, a la capacité, la possibilité de tester, de mettre en œuvre des choses. Là, on vient de construire notre vision. Donc, tous les 10 ans, on invite l'ensemble de nos collaborateurs à imaginer l'entreprise de demain. Donc là, on vient de le faire en 2016. Et donc, on a demandé à nos 22 000 collaborateurs, plus à notre écosystème, sous un parcours apprenant, de donner leurs souhaits, leur envie. Donc ça, c'est le partage du pouvoir. Il y a le partage du vouloir, parce qu'on aussi et il y a le partage de l'avoir. Donc nous, notre politique de rémunération, elle est collective. Donc chacun a un métier, une mission, un salaire par rapport à sa mission. Après, il n'y a pas de prime individuelle, notamment autour des vendeurs. On a des primes collectives par magasin en fonction des résultats du magasin. Donc tout le monde peut et doit contribuer aux performances du magasin. Tout à fait. Donc des primes trimestrielles. La participation aux bénéfices, c'est aussi une fois par an, c'est lié aussi aux bénéfices d'entreprise. Et puis l'actionnariat. Et donc, notre politique de rémunération, de ce côté un peu typique où il n'y a pas de prime individuelle, du fait aussi que ce chiffre d'affaires Internet il est réintégré dans les magasins, on n'a pas, entre guillemets, de problématique sur la rémunération. Et comme nous, notre souhait, c'est d'accompagner notre client, c'est de transformer tous ces leads en vente, quel que soit le canal, tout le monde va récolter les fruits de cette stratégie. C'est très clair. Est-ce que vous, à votre niveau, de ce que vous observez depuis maintenant plusieurs années chez Leroy Merlin, au niveau de la perception de ce modèle de rémunération variable, est-ce que vous avez peut-être vous-même identifié des axes d'amélioration ou est-ce qu'il y a une perception terrain qui évolue avec les années? Je ne dis pas qu'un jour on changera, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, l'élément qui restera structurant, c'est le client au centre. Donc, à la limite, peu importe qui l'a accompagné au départ, qui l'a accompagné pendant son projet, qui l'a accompagné à la fin de son projet, on devrait être rémunéré pour la réussite du projet client, quoi. Donc, j'ai plein d'anecdotes sur d'autres enseignes et encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais sur une politique de rémunération individuelle, des fois, il y a des fonctionnalités ou des process qui ne sont pas mis en place dans ces enseignes parce que le vendeur dit si le client vient me voir pour être conseillé et si après, par contre, il achète sur Internet, comme le chiffre d'affaires sur Internet ne viendra pas alimenter mon chiffre d'affaires, dans ces cas-là, je ne te propose pas d'aller sur le site. Et là, ça donne plein d'incohérences. Comme encore une fois, pour finir là-dessus, hein, je suis peut-être un peu redondant. Hein. Client au cœur, c'est quel parcours sans couture, parcours d'achat omnicanal, sans couture fluide, simple, on peut lui offrir, et comment nous, on peut être rémunéré, et je finirai peut-être par ça. Hein. La vente, c'est faire des heureux et pas que des euros. Quand un client a une problématique, un problème autour de son habitat, hein, et quand il rencontre un conseiller de vente et qu'il lui propose la meilleure solution, on fait un client heureux parce qu'il est venu avec un problème, il repart avec une solution. Quand un conseiller de vente, il accompagne son client, il lui trouve la meilleure solution, et puis que le client il le voit sourire, on fait aussi un vendeur heureux. Moi, j'ai une anecdote, hein, c'est un conseiller de vente qui s'appelle Richard, à Saint-Étienne, sur le Mont de Sol, donc à Calage-Parquet. L'an dernier, on avait fait une journée pour récompenser nos meilleurs vendeurs, et nos meilleurs vendeurs, ce n'est pas ceux qui font le plus de chiffres, hein. C'est ceux qui accompagnent le mieux par rapport à tout ce que je viens de dire nos clients. Et je lui pose la question, Richard, pour toi, c'est quoi une belle journée? Une bonne journée. Quand tu rentres chez toi, pour toi, c'est quoi une bonne journée? Et il m'a dit avec beaucoup d'émotion dans la voix et puis des yeux qui pétillaient, dis-moi une bonne journée, c'est quand
après avoir accompagné mon client, après lui avoir proposé une solution, c'est qu'il me tende la main. Quand il me tend la main, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail, il est heureux et moi je suis heureux. Une vraie marque de reconnaissance finalement. Oui, donc c'est pour ça, ça peut paraître un peu, on va dire, anecdotique, mais je suis convaincu que la vente, c'est faire des heureux et pas que des euros. Super. J'ai une dernière question avant qu'on passe finalement aux questions des participants, parce qu'on en a encore, on en a quelques-unes. D'après vous, Eric, à quoi ressemblera le réseau commercial du futur? Alors, de mes convictions, c'est un peu la synthèse de ce que j'ai dit depuis quelques minutes. Pour moi, les vendeurs auront toujours une place dans ce parcours client, à condition qu'ils apportent vraiment une valeur ajoutée, une chaleur ajoutée. Et donc, moi, le réseau, c'est plutôt des vendeurs 3.0 ou 4.0. Connecter client, et encore une fois, derrière connecter client, ce n'est pas connecté d'un point de vue technologique, digital. C'est vraiment connecter sur son projet, quel qu'il soit. Là, je parle de l'aménagement de l'habitat, mais c'est pareil pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'une voiture, connecter à son projet, vraiment lui poser des questions par rapport à son usage, s'appuyer sur ce qu'il a pu faire découvrir sur Internet, il faut, par contre, apporter sa valeur ajoutée pour que permettre au client de faire le bon achat pour faire un achat réussi. Et donc, moi, nos vendeurs, les vendeurs demain, chez Leroy Merlin ou ailleurs, ça sera des vendeurs connectés clients, passionnés par le client, qui apportent une vraie chaleur ajoutée. Et souvent, on dit accueillir son client comme un ami, mais derrière ça, c'est un peu ça, quoi. Et pour faire des heureux et pas que des euros. Le customer centric et la vraie relation entre le conseiller de vente et son client. Voilà. Super. Je vous propose de partager quelques questions qu'on vous a posées, qu'on nous a posées. Comment avez-vous fait pour garder les vendeurs motivés à apporter une valeur ajoutée, une chaleur ajoutée? Je vois qu'on reprend justement vos expressions dans ce contexte. Et ça nous a été posé par Marie Verdier. Donc, quelques clés. Lors de nos 2011-2012, qu'on a identifié nos grands projets de transformation, il y en avait un autour de la vente, notamment lié à ce nouveau parcours d'achat du client. Et donc, on a 22 000 collaborateurs chez Leroy Merlin France. On a environ 7 000 conseillers de vente répartis sur nos 130 magasins, 7 000 conseillers de vente. Et donc, on a revisité notre formation autour de la vente. On n'a pas revisité les techniques, entre l'accueil, la découverte, la proposition, la conclusion. Mais on a remis ce parcours d'achat, ce client au centre. Et donc, on leur a fait vivre. Donc, c'était 2 jours et demi. Donc, chaque collaborateur, en 2 ans et demi, a refait un parcours de formation qu'on a appelé parcours vendeur 3.0 pour adapter la posture et les techniques liées à ce parcours d'achat. Quand je dis posture et technique, souvent la première posture ou le premier geste métier d'un vendeur, c'était l'accueil. Nous, maintenant, on ne parle pas d'accueil, on parle d'entrer en relation. Parce que comme il y a 90% de chances que le client n'a déjà pas commencé son parcours avant de venir au magasin, comment on entre en relation avec lui? Comment on se connecte à son projet? Donc, premier levier, c'est une formation autour de qu'on appelait vendeur 3.0 pour donner du sens, première chose. Deuxièmement, alors on a aussi la chance d'avoir une entreprise qui performe. Donc, quand les résultats sont bons, c'est plus facile pour donner du sens. Et en leur faisant vivre à l'ensemble de nos collaborateurs des parcours d'achat, en montrant aussi tout ce que pouvait apporter Internet comme ami et non pas comme concurrent, ça nous permet, c'est pas gagné, de garder des vendeurs motivés. Et puis le fait de remettre le client, enfin de continuer à mettre le client au centre, encore plus même au centre, et de mettre ce parcours d'achat sans couture, on est en train de faire la même chose avec symétrie des attentions. Donc, on met tout en œuvre pour que le parcours d'achat du client soit simple, fluide et sans couture. On est en train de revisiter nos parcours de vente, donc la symétrie des attentions, pour que le parcours de vente pour nos collaborateurs soit aussi simple et sans couture. Donc ça, c'est le grand chantier pour 2018. Donc, je ne sais pas si j'aurais répondu à la question. Je pense que oui, mais on en a une autre. Comment reconnaissez-vous les clients en omnicanal et comment les attribuez-vous à un vendeur donné? Enfin, on n'a pas mis de technique
pour identifier un client omnicanal. La seule chose, si je pars côté magasin, c'est la question, c'est avez-vous déjà repéré quelque chose sur Internet? Avez-vous déjà préparé quelque chose? Voilà, donc ça, c'est un geste métier. L'identification passe par et après, dans nos outils, on va dire dans nos systèmes d'information, nos outils de vente, on peut retrouver, en identifiant le client, tout ce qu'il a pu préparer sur Internet. Donc, c'est aussi des alerteurs pour permettre au conseiller de vente de dire, tiens, ce client-là, il a déjà commencé son parcours. Donc, premier élément de réponse. Et on n'a pas, nos magasins sont segmentés en univers, en 13 rayons différents, de la décoration en passant par le rayon luminaire, le mot cuisine. Et donc, en fonction de son projet, le client rentre en relation avec le conseiller de vente qui est disponible. Sachant que nous, on investit beaucoup en heures de formation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. L'objectif, c'est que quel que soit le client, le conseiller de vente, il faut que le client ait la même expérience et la même réponse, la même solution. Donc, on n'a pas à dire, tiens, par rapport à votre projet, je vais plutôt vous diriger vers Paul ou Isabelle en fonction de leurs compétences. L'objectif, c'est, comme on est là pour, ce que je disais tout à l'heure, on veut vraiment tisser une relation de proximité entre le conseiller de vente, le vendeur et le client. Et si le conseiller de vente n'a pas toutes les réponses à ces questions, il va aller les chercher auprès de ses collègues. Par contre, c'est lui qui va maintenir la relation avec son client. Super. Une troisième question. Une deuxième question d'ailleurs de Marie Verdier, qui s'intéresse beaucoup au sujet et qui vous demande comment vous êtes-vous assuré qu'il ne se sentait pas menacé par toute la batterie de tools, donc d'outils online et intelligence artificielle qui ont été mis en place. On a déjà parlé de leur perception. Oui, mais... c'est sûr qu'il y a eu des moments de peur. Je ne me culte pas et je mentirais si je disais le contraire. Et encore une fois, je disais que c'est pas gagné. Donc, mais le premier élément, c'était d'intégrer le chiffre d'affaires Internet dans le chiffre d'affaires du magasin. Donc là, ça a fait basculer les mentalités. Deuxièmement, on met vraiment en avant, et ça c'est le rôle de nos 1500 managers répartis dans les 130 magasins, donner du sens et vraiment leur dire voilà la valeur ajoutée, voilà ce que tu dois en plus de ce que le client aura fait. Voilà pourquoi il va venir te voir. Tester le produit, lui proposer la meilleure solution, lui poser des questions autour de l'usage. C'est là que tu vas apporter la valeur ajoutée. C'est pas simple, hein, et c'est comme ça que nos managers animent nos vendeurs. Et puis je dirais la troisième chose pour mesurer à aujourd'hui, c'est on a un faible taux de turnover. Donc on a une belle entreprise qui est sur le chemin de l'omnicanalité. On fait des belles performances, même s'il n'y a pas de politique de rémunération individuelle. Et donc, on a un faible taux de turnover. Et donc, je me dis modestement que tout ce que j'ai pu vous dire, tout l'accompagnement sur la vente, mais sur d'autres sujets, c'est peut-être aussi un élément qui fait que notre turnover est faible. Un facteur de succès, en tout cas, finalement. Tout à fait. Une autre question. On a parlé ensemble de la symétrie des attentions et du parcours. Et vous avez beaucoup parlé du parcours de vente. On vous pose la question, qu'entendez-vous par parcours de vente pour le collaborateur concrètement, Eric? Alors, en fait, on a structuré il y a quelques années des modèles de vente. Donc, c'est la façon de vendre en fonction du projet et de manière omnicanale, donc premier élément structurant. Puis après, on a commencé à travailler sur des plans de vente. Comment notre offre produit, notre offre de solutions avec les services, soit compréhensible, achetable par les clients et aussi vendable par les collaborateurs. Donc, on a parlé de plans de vente. Ensuite, on s'est dit, tiens, il faudrait ces plans de vente, ces modèles de vente, plans de vente, il faudrait écrire une démarche de vente pour le vendeur. Donc, démarche de vente. Puis on a dit, ça serait bien de mettre des process de vente. Et puis derrière ces process de vente, pour les faire monter en compétence, ça serait bien de faire des scénarios de vente. Voilà, donc ça fait, on empile les couches et ça va d'une chose très très simple, on en fait quelque chose de très complexe. Et on s'est dit, mais en fait compte, la seule chose commune au modèle de vente, au plan de vente, au scénario de vente, aux étapes de la vente, à la démarche de vente, c'est de vente. Et on s'est dit, on imagine un parcours d'achat fluide, sans couture pour nos clients, imaginons la même chose pour nos vendeurs. Donc le parcours de vente, c'est les étapes de la vente pour un vendeur, de l'entrée en relation, du bonjour, en passant par les questions sur son projet, en passant par la question sur
qu'est-ce qu'il a déjà préparé avant de venir, sur la proposition de produit, la proposition de service pour lui faire une proposition de solution, utiliser notre outil, nos fameux outils, nos configurateurs ou nos systèmes d'information, jusqu'à la transformation. En fait, quand le parcours de vente, ça doit permettre d'identifier les étapes, différentes étapes pour le vendeur, pour de l'entrée en relation jusqu'à la transformation. C'est ce que nous, on met derrière parcours de vente. Donc, c'est un parcours de vente de solutions et adapté à chaque marché. Derrière marché, ce que nous mettons, c'est la salle de bain, projet salle de bain, un projet cuisine, un projet d'aménagement extérieur, un projet d'acheter du matériel électrique, un projet de faire son équipement de matériel électrique portatif. Donc, il y a un parcours de vente de solutions, on va dire générique, et ensuite qu'on adapte avec des étapes communes et des étapes spécifiques en fonction de la nature du projet client. Et qui répondent aux enjeux d'expertise qu'on demande à nos vendeurs, d'être toujours plus experts, d'apporter toujours plus de valeur. Tout à fait. Quand ils sont vraiment en interaction. Donc, au milieu, on a l'offre de solutions, produits-services, et de chaque côté, le parcours d'achat et le parcours de vente. C'est très clair. C'était notre dernière question, Eric. Merci à tous de votre participation. Nous avons été ravis de vous retrouver et d'échanger sur ce grand sujet du multicanal. Je crois qu'on pourrait encore avoir quelques heures de webinaire. Merci, Eric, en tout cas. Merci, Audrey. Et je vous propose de Merci à vous pour vos questions. Oui, merci beaucoup. Elles ont été nombreuses et très pertinentes. Je vous propose de nous retrouver demain, même heure, même endroit, pour un futur webinaire, Future of Sales. Au revoir. Au revoir.